lumineuse. Effectivement, moi, j'ai pas la prétention de raconter la philosophie de Rabelais. Je le rencontre, donc il me parle d'un aspect de sa philosophie à un moment précis de son existence. Et c'est exactement comme ça que j'ai procédé pour le livre. J'essaie de synthétiser en 20 pages, évidemment. Moi, mon biographe préféré, c'est Stefan Zweig. Quand vous lisez Marie Stuart, ou Marie-Antoinette, ou Galilée, ou Fouché, évidemment, ça se développe sur 300-400 pages. Il rentre vraiment dans la psyché des personnages. Moi, je ne peux pas me permettre, je n'ai ni d'ailleurs ce talent, ni les capacités historiques pour le faire. Je n'ai pas accès aux mêmes archives, aux mêmes documents. Mais pour autant, c'est comme si je faisais une synthèse, un peu comme je le fais dans mon émission de télé, une synthèse d'un moment précis. C'est pour ça que je les rencontre l'espace d'une journée. Ça ne dure jamais plus d'1 heure à 2 heures, ma rencontre. Donc il faut que je choisisse un moment clé de leur existence. Alors, si Stefan Zweig est votre biographe préféré, pourquoi ne pas lui avoir consacré un chapitre? Il y a quelques personnages qui nous intimident plus que d'autres. Moi, j'ai une passion par exemple pour Beethoven. Et j'ai longtemps voulu, dans le premier comme dans le deuxième, aborder Beethoven, mais j'ai tellement lu de choses sur lui, suffisamment intéressantes, bouleversantes, et que, je sais pas, il y en a, je sais pas, vous avez le sentiment qu'en les abordant, vous allez les dénaturer. Les personnages dont j'ai parlé là, ils sont rentrés ou par hasard dans ma vie, ou alors pour des raisons géographiques. Donc je ne sais pas comment vous dire, mais il y a Stefan Zweig, je n'y avais pas pensé, Stefan Zweig. C'était difficile, puis sa vie était assez tragique. À part Artemisia Gentileschi, la comtesse de Ségur, les autres personnages que j'avais, Jacques de Molay évidemment, parce que j'arrive la veille de son passage dans le Grand Bras Zéro, son passage au bûcher. Mais les autres, ils ont une vie assez, Priya Savarin et tout ça, ils ont une vie suffisamment lumineuse et éclatante que j'ai envie de parler de ça. J'avais pas envie non plus de faire un livre difficile. Stéphane Zweig, à quel moment vous arrivez dans sa vie? Au moment où il est parti en Amérique du Sud, où il va se suicider, désespéré par l'état du monde qu'il voit venir. Je ne me sentais pas, et puis voilà, plus le personnage est contemporain, plus on a d'éléments sur eux, et plus on a d'éléments, plus il est difficile aussi de faire une sorte de résumé. Alors précisément, il y a des personnages dont vous parlez, la plupart d'entre eux d'ailleurs, vous en parlez en crédule. On a l'impression de quelqu'un qui arrive comme un chien dans un jeu de quilles, ah c'est toi, t'es là, mais c'est seulement une impression, parce que ne serait-ce qu'Hildegard de Bingen, dont vous allez nous dire un mot, vous l'avez lu. Oui, enfin j'ai lu ce qu'on m'a donné sur elle. Lire Hildegard de Bingen, mon texte déjà, c'est en allemand, donc j'aurais beaucoup de mal. Mais j'ai lu des choses sur elle, j'ai surtout écouté sa musique, parce qu'elle est souvent jouée dans les églises. Moi qui suis un athée agnostique forcené, mais qui a une admiration pour les gens qui ont une foi sincère, lumineuse et généreuse, j'ai eu envie de m'intéresser à quelqu'un qui avait la foi. Donc évidemment, j'ai dû lire des choses sur elle. Mais encore une fois, j'ai lu un moment précis de son existence, le moment où elle fonde sa nouvelle abbaye, et je veux la voir à ce moment-là parce que je sais qu'elle n'a plus que pour quelques jours, et elle qui a discuté avec Dieu en connexion directe, qui l'entendait, qui parlait, et qui lui parlait, Dieu lui parlait directement, eh bien j'ai eu envie de savoir ce qu'il allait lui dire à la veille, à quelques jours de sa disparition. Donc encore une fois, je n'ai pas nécessairement besoin de tout lire, j'ai besoin qu'on me donne suffisamment d'éléments pour choisir un moment de son existence. Mais Hildegard de Bingen, c'est facile d'accès parce que sa musique est abordable, ses produits, parce qu'en fait, Hildegard de Bingen, j'ai découvert grâce à mon épouse en fait. Parce que mon épouse est maquilleuse dans le cinéma, et en fait, elle utilise certains produits estampillés Hildegard de Bingen. Voilà, il y a des produits, des onguents, des pommades, et des tisanes aussi, qu'elle a fabriquées parce qu'elle a inventé toute une pharmacopée basée sur son observation de la nature. Et je me demandais pourquoi il y avait un produit qui s'appelait Hildegard de Bingen. Je ne trouvais pas que c'était un nom très commercial. D'habitude, les noms pour les marques, c'est très court. Voilà, ça résume. Ou c'est le nom d'une grande famille, ou c'est le nom d'un homme, je ne sais pas. C'est court. Et là, Hildegard de Bingen, j'ai commencé à m'enseigner sur elle. J'ai lu. Quand j'ai vu la pléthore de choses qu'il y avait sur elle, c'est là que j'ai demandé à ce qu'on amène quelques éléments. Vous ne l'avez pas fait sur Estée Lauder, vous l'avez fait sur Hildegard de Bingen. Estée Lauder, ça ne serait pas de l'esprit. Alors, peut-être qu'elle a une vie passionnante, hein. Très probablement. Oui, sûrement. Une idée pour le prochain bouquin. Mais sur la comtesse de Ségur, par exemple, c'est parce qu'elle a marqué ma jeunesse. La comtesse de Ségur, en fait, moi j'ai grandi dans une famille un peu libertaire, voilà, assez plutôt effectivement elle aussi très agnostique et tout. Mais je lisais en cachette de mes parents la comtesse de Ségur. Pourquoi? Pas vraiment en cachette, j'exagère, mais je veux dire par là que mes parents m'ont initié à la curiosité, et quand vous vous initiez à la curiosité, vous allez même lire des choses qui vont à l'inverse, pas à l'encontre nécessairement, mais à l'inverse de votre éducation. Mon père, il est joli espagnol,
pardon, ou Jules Vallès par exemple, Paulette. Mais la comtesse de Ségur, ça ne lui avait pas traversé l'esprit. Donc je le disais un peu en cachette, pas parce que j'avais peur de reproches, mais parce que j'avais pas envie de justifier ma curiosité. Et parce que j'ai lu la comtesse de Ségur, j'ai découvert que cette femme était moins caricaturale que l'image qu'on peut s'en faire, et que effectivement elle avait quelque chose d'un peu pipeau, il faut la remettre dans le contexte de son époque, aristocrate du 19e siècle, enfant martyr, battu par sa mère, évidemment très catholique, très imprégné de religiosité, mais surtout qu'à voulu montrer une éducation des enfants un peu différente. Et quand on lit entre les lignes de la comtesse de Ségur, on sent qu'elle était plutôt progressiste de la récupération qu'on en a faite. Et ça, en fait, l'histoire nous permet souvent de regarder les personnages autrement que l'idée qu'on peut s'en faire ou l'idée qu'on vous impose parfois. Et la comtesse de Ségur, si elle a ce côté un peu compassé, un peu étroit, un peu bigote, c'est surtout à cause de son fils, l'un de ses fils, qui lui, pour le coup, était une sorte de curé un peu très radical, qui pensait que les enfants ne pouvaient comprendre l'éducation au travers des coups et des punitions. Elle a essayé de se battre contre cette vision de son fils, mais comme elle aimait son fils plus que tout, elle a cédé de temps en temps à ses injonctions. Et c'est pour ça que la comtesse de Ségur, quand on la lit, il faut savoir qu'elle est un peu victime de son époque et qu'elle est beaucoup plus progressiste qu'elle ne semble l'être. Alors c'est pas Françoise Dolto évidemment, mais il faut resituer le contexte, et c'est pour ça que je l'ai trouvée passionnante et que j'ai eu envie de m'intéresser à elle, d'autant que moi je suis très engagé sur les combats sur l'enfance, à travers la voix de l'enfant depuis plus de 25 ans, et inconsciemment je pense que la comtesse de Ségur a été un des éveils de ma conscience pour m'occuper et travailler autour des enfants et de l'enfance.